merci à tous. Donc, je me présente. Mon nom est Alain Pujol et je suis coprésident de France Angels avec Philippe Raz. Certains d'entre vous doivent me connaître en direct. Et donc, pour démarrer cette introduction, là, dédiée à la loi de finances 2026, vous savez qu'il y a eu un 49.3 en début de semaine dernière qui fige enfin la loi de finances 2026. Donc, je voudrais aussi dire que ce webinaire est vraiment un webinaire important pour nous et qui démontre aussi la notion de service pour l'ensemble de nos membres. Réseau de Business Angel, et vous êtes les membres de nos membres, donc membres de nos réseaux. Donc, ravi de vous accueillir là, sur ce webinaire. Alors, c'est vraiment un sujet important. Donc, je crois que là, pour rediscuter, on ne va pas discuter de la forme. Cette loi de finances a été dramatique en termes d'image, en termes de discussion entre les députés et les sénateurs. Mais bon, on est en France, donc il faut assumer ça. Je crois que c'est vraiment une image déplorable qui a été donnée à nos amis européens. Mais tant pis, on y est arrivé, on l'a enfin. Je voulais aussi dire que France Angels est vraiment pour vous l'organe d'affaires publiques, de représentation donc au niveau donc des pouvoirs publics. Donc on est ravis de le faire pour vous tous, pour préserver nos droits, pour préserver notre image. Et on a d'ailleurs une plateforme présidentielle qui va être écrite par notre responsable public affaires, Jean-François Thau, qui est en même temps un membre extrêmement actif de Mère Angels, qui est en train de l'écrire avec certains de vos membres. Donc, là, on travaille vraiment pour la prochaine élection présidentielle. Le PLF 2026, c'est la réalité opérationnelle pour l'année. Et donc, je vais passer la parole à Guylain de Mareuil. Alors, Guylain, c'est l'associé fondateur de Négocium. Négocium est un partenaire de France Angels. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Guylain, qui en fait est tout à côté de moi. Donc, vous allez voir apparaître Guylain, voilà, qui va vous emmener sur la loi de finances 2026. Guylain, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être ici. Alors, je vous dis tout de suite, on ne va pas couvrir tous les aspects de la loi de finances, non seulement son historique, mais tous ses aspects. On va se concentrer sur les points qui impactent directement ou indirectement, mais de façon très proche, les business angels que vous êtes. Donc, par exemple, on ne va pas parler de la fiscalité personnelle en général. Hein, il y a eu des dispositions là-dessus. On ne va pas non plus parler de la fiscalité des entreprises en général. Mais certains des aspects de la fiscalité des entreprises, ça oui, on va en parler. Et Guylain, là, tu vas parler pendant une demi-heure. Oui. Et on va se réserver, enfin 25 minutes, pour être tout à fait précis. Exactement. Et on va se réserver un temps important pour des questions-réponses. Et là, vous pouvez d'ores et déjà taper vos questions. Alors, on démarre là, donc il ne devrait pas y en avoir beaucoup, mais au fur et à mesure donc, de la présentation de Guylain. Donc, 11h30, on passe aux questions. Tout à fait. Ça te va, Guylain ? Tout à fait. En sachant que la fiscalité étant une matière extrêmement pratique, il y a peut-être des questions auxquelles vous aurez au moins autant de réponses que moi. On va dire des questions plus générales, pas seulement liées à la loi de finances 2026. Donc, quels sont les objectifs? Comprendre les principales évolutions qui vous concernent, les impacts pour vous et anticiper les risques et les stratégies. Et là-dessus, je vais Et je crois que tu vas te présenter. Oui, tout à fait. Guylain. Alors, nous sommes un cabinet d'avocats, Négocium Avocat, vous nous trouverez sur Internet. On est partenaire de France Angels depuis plusieurs années et on accompagne, et on va dire on a une grosse expertise sur tous les sujets d'investissement dans les startups. On intervient côté investisseur, que vous êtes, ou côté startup, selon les dossiers. Notamment, en fait, on utilise beaucoup les outils qui existent sur le marché, fait d'ailleurs par BlockPulse, qui est aussi un partenaire de France Angels ou d'autres. On les personnalise et vous allez voir que ça, c'est un point important en lien avec la loi de finances. C'est-à-dire qu'on met en cohérence, par exemple, les SPV, les holdings, etc., avec les exigences légales, réglementaires qui changent tout le temps et avec surtout le pacte d'associés et les statuts de la start-up dans laquelle vous investissez. Souvent, il y a des problèmes de jointure et de cohérence entre tous ces textes.
Et puis, on intervient, bien entendu, en appui des négociations et dans les situations de crise et de négociation de sortie. Qui reste un objectif majeur. Voilà, Pour nous tous, Business Angel, on est là pour rentrer, mais aussi pour sortir. Voilà, d'ailleurs, je suis intervenu un certain nombre de fois pour certains d'entre vous pour trouver, enfin, rentrer dans des bras de fer afin de vous aider à sortir ou négocier des clauses de sortie au moment où la start-up fait rentrer de nouveaux investisseurs. Généralement, c'est là où c'est assez difficile pour vous. Je reviens donc à la loi de finances. Je vais vite volontairement pour garder du temps questions-réponses. Alors, propos général, en fait, avant de rentrer dans quelques détails, le point important qu'il faut retenir, s'il y en a un pour vous tous, c'est que, grosso modo, la plupart des avantages antérieurs ont été maintenus. Il y a une nouveauté dont on va parler qui est la taxe sur les holdings patrimoniales. Sans ça, la plupart des avantages qui existaient auparavant ont été maintenus, c'est-à-dire pour vous, investisseurs, avec l'IRPME, à l'entrée, à la sortie, et pour les startups, avec le dispositif JEI, le crédit d'impôt recherche, etc. Ces dispositifs ont été maintenus, mais réaménagés. Et l'esprit général, c'est qu'il y a une chasse aux abus. Et deuxièmement, tous ces avantages sont liés à l'existence d'un vrai risque en capital. C'est-à-dire que, contrairement à avant, il y aura un contrôle plus fort. Ça, on n'a pas encore la doctrine administrative, mais ça va arriver. En tout cas, les principes sont posés dans la loi de finances, qui sont que les avantages fiscaux sont conditionnés à l'existence, à des apports en capitaux propres ou quasi-fonds propres, sur lesquels pèse un réel risque. Autrement dit, tout ce qui garantit un revenu dans le futur, tout ce qui garantit une liquidité, tout ce qui lisse trop le revenu, seront vus, en fait, comme mettant en cause l'avantage fiscal sollicité, en particulier IRPME, mais pas seulement. Ça, c'est l'esprit général de la loi. Il y a des dispositions très claires, enfin, c'est l'article 8 qui rappelle tout ça. Et pour faire un lien avec l'échelle européenne, en fait, il y a un lien avec ce qu'on appelle le risk finance européen, c'est-à-dire toute la législation européenne qui favorise les investissements, mais contre une vraie prise de risque. Donc, point de vigilance, quand il y a dans des packs d'associés, quand il y a, par exemple, des holdings intermédiaires qui garantissent des rachats d'actions à certains prix, etc., il faut faire attention maintenant parce que l'administration devrait, logiquement, demander à voir tous ces documents et vérifier si vous prenez réellement un risque en capital. Alors ça, c'est le point général qu'il faut avoir en tête. Donc, concernant plus spécifiquement l'avantage à l'entrée IRPME, alors il y a un certain nombre de dispositions qui ne vous concernent pas directement, vous, membres des réseaux de France Angels, qui est en gros que les investissements via les FCPI sont favorisés. On voit d'ailleurs dans le texte, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Très clairement, le législateur favorise les investissements via les FCPI. Il n'y a rien concernant les investissements, ou quasiment rien direct que vous faites, ou via ce que nous appelons dans le jargon des Business Angels, les SPV, qui sont en fait des sociétés ou des sociétés holding qui permettent de vous regrouper. Il n'y a rien dessus, mais on retombe sur ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle accru sur la transparence de ces sociétés, c'est-à-dire bien vérifier que vous investissez en capitaux propres dans ces SPV et que ces SPV réinvestissent cet argent-là dans la start-up. Et le flux doit être très très clair. Il ne doit pas y avoir, j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous, c'est mesuré année par année. On doit pouvoir retracer directement et il ne doit pas y avoir des clauses, par exemple, dans le SPV qui atténuent ou lissent votre risque. Autrement dit,
Le SPV, du point de vue économique, doit être totalement transparent, comme si vous investissiez directement dans la start-up et comme si vous preniez le risque d'un investissement direct. Je vous dis ça parce que ça va impacter directement les statuts de ces SPV. Point suivant, je vais volontairement très vite, je sais qu'on va en parler dans les questions-réponses. Maintien de l'avantage à la sortie. Là aussi, la loi de finances pour 2026 est silencieuse. La loi de finances est silencieuse. Donc, on continue comme avant, mais on sait, d'ailleurs certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui le savent bien, qu'on se heurte régulièrement à une difficulté, une bureaucratie des banques pour mettre les titres des startups dans lesquelles vous investissez dans des PEA. Il y a les critères légaux qu'on connaît, ça doit être une PME au sens européen, vous devez faire un apport en numéraire. Voilà, mais il faut faire attention. Là, il y a encore eu un cas très récent. Les banques demandent parfois des documents supplémentaires, demandent à vérifier, par exemple, que vous n'acquérez pas des actions en exercice de vos droits préférentiels de souscription. Voilà, on retombe tout le temps sur cette notion de risque, c'est-à-dire que vous devez acquérir des actions ordinaires. D'ailleurs, dans les PEA, c'est que des actions ordinaires, pas d'autres types de titres, contre des versements en numéraire. Ouais. Alors, les dispositifs en faveur de l'innovation. Ceci vous concerne, on va dire, indirectement, parce que une des conditions assez fréquentes de vos investissements, c'est que la société se qualifie en JEI, avec les avantages fiscaux qui vont avec. Vous vous souvenez que la qualification de JEI permet de monter en fait votre taux de déduction. On passe de 18, 25, 30%, voire 50%. Alors, l'objet de ce webinaire, en tout cas de cette première partie de présentation, ce n'est pas de faire un point général sur tous les dispositifs, on en aurait pour des heures, c'est juste de mettre un coup de projecteur sur les changements. Donc, il n'y a pas eu de changement majeur sur le JEI, à part, on va en parler, la création des JEI à impact. En revanche, il y a un contrôle accru, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il va y avoir un contrôle sur le mode de calcul. Il va y avoir un contrôle sur le caractère réellement innovant. Et il va y avoir un contrôle aussi sur le bénéfice, notamment il y a un lien qui est fait avec le plan France 2030, qui par ailleurs est en réduction. Par ailleurs, il y a eu quelques innovations, enfin prolongation des autres dispositifs, CICO et C2I. Pareil, je suis tout à fait disposé à en parler avec vous dans le cadre des questions-réponses. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, il faille faire un exposé sur tous ces dispositifs. Mais en gros, stabilité. JEI Impact, c'est la nouveauté. Donc, c'est le principe de JEI, mais pour les entreprises à impact, avec des critères environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, on ne sait pas dans le détail comment seront qualifiés ces JEI à impact, JE2I. On attend la doctrine administrative, le BOFIP, qui est un peu la Bible des fiscalistes, est encore silencieux là-dessus, mais ça devrait sortir dans les prochains mois. Mais pour vous, très concrètement, ça veut dire que pour bénéficier des avantages fiscaux de JEI, ne vous limitez pas à l'innovation technologique, l'impact, les critères environnementaux, sociaux deviennent également importants. Ce qui est une très bonne nouvelle. Tout à fait. Alors,
ici, je vous ai rappelé une petite synthèse et au passage, j'ai voulu rendre un hommage à Paul Midi, qui est notre député, on va dire, à France Angels. Donc, c'est un rappel, en fait, justement, du dispositif et des avantages liés au JEI. Alors, vous allez avoir cette présentation. Je peux la commenter par oral. Mais encore une fois, pour garder plus de temps aux questions-réponses, je préfère passer vite dessus, revenir dessus si vous le souhaitez, mais vous aurez le document écrit. Et en fait, vous avez déjà le document écrit puisqu'il a été inclus dans notre lettre mensuelle, lettre d'information. Donc, vous avez déjà toutes ces informations-là. Évidemment, vous pouvez vous y référer. Là, je te repasse la parole. Management package. Alors, ça aussi, c'est un point en pratique important pour vous quand vous calculez vos dilutions futures. Alors, la nouvelle, mais je pense qui vous impacte assez peu pour vous, l'un des points importants, c'est que en fait, il y a une clarification, une sécurisation du fait que les BSPCE peuvent être attribués à des managers, des filiales et sous-filiales. Ça va intéresser beaucoup les gros groupes, beaucoup moins les startups dans lesquelles vous investissez, parce qu'il est assez rare qu'elles aient des filiales et surtout des sous-filiales. Donc, ça, c'est le premier point à garder. Deuxième point, il y a des précisions en fait sur le calcul et les avantages fiscaux liés au BSPCE. Alors pareil, ça devient très vite très technique. On peut en parler si vous le souhaitez. Et puis, il y a également une clarification en fait sur l'exercice des BSPCE en cas de restructuration d'une société. Et ça, c'est quand il y a des apports, des acquisitions, etc. Pareil, ça devient assez vite technique. C'est sur les modes de calcul. Mais ce qu'il faut garder pour vous, c'est que le cadre général ne change pas. Hein, les BSPCE bénéficient de leurs avantages fiscaux jusqu'à 10% du capital. Et il va simplement y avoir, dans l'esprit que je vous ai indiqué tout à l'heure, en tout cas, on nous annonce plus de contrôles pour vérifier notamment que les BSPCE correspondent à une prise de risque réelle pour les managers. Vous savez, là, il y a toute une doctrine administrative. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'arrêts qui ont pu d'ailleurs requalifier certains BSPCE en salaire lorsque, en fait, le prix d'exercice des titres était trop bas. Donc, il faut garder ça en tête. C'est qu'en pratique, on peut attribuer, le prix d'exercice peut être jusqu'aux environs de 80% du prix des titres au moment de l'attribution des BSPCE. Mais il faut s'attendre, en tout cas c'est ce qui est annoncé, à un contrôle accru. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi de finances, on le sait tous, était un compromis. Et en échange du maintien de tous ces dispositifs, il y a eu, en fait, et c'est très clair dans le texte et dans on voit toute la discussion législative, il y a eu un engagement à un contrôle accru pour vérifier que cela correspond à une vraie prise de risque. Pareil, je pense je suis à votre disposition si vous voulez qu'on en parle plus. Mais maintenant, on va aborder la nouveauté qui est la fameuse taxe de 20% sur les holdings patrimoniales. Donc, je sais que certains d'entre vous s'interrogent pour savoir si ils sont concernés ou non. Alors déjà, il faut avoir en tête que les holdings concernés sont des holdings patrimoniales, autrement dit non animatrices. Donc, quand il y a une holding animatrice, le principe, c'est qu'elle n'est pas concernée. Mais on retombe sur ce que je dis tout à l'heure, l'administration va, en tout cas c'est ce qui est prévu, exercer des contrôles pour vérifier que les holdings animatrices sont réellement animatrices et non pas en réalité patrimoniales. Le but de cette taxe, c'est vérifier qu'il n'y a pas de biens dits somptuaires ou privés dans les holdings et que le cash n'est pas accumulé, on va dire, de façon excessive dans ces holdings, sans être distribué
à l'actionnaire souvent unique de la holding, et parce qu'en cas de distribution, là, il y aurait imposition à l'IR. Donc, ce qui est visé, ce sont en fait les actifs, on va dire, non opérationnels. Alors, ça va du cash en banque à… il y a eu quelques exemples, je ne crois pas que ce soit votre cas ici, mais dans les discussions parlementaires, parler tout le temps les mêmes exemples qui sont revenus de holding dans lesquels il y aurait eu un yacht, il y aurait eu, etc., des appartements privés, etc. Donc, c'est ça qui est visé. La taxe est de 20%. Donc là, Guylain, si je te comprends bien, quand nous logeons nos actions dans une holding, on peut vraiment dire qu'elle est animatrice et qu'elle n'est en aucun cas patrimoniale. En tout cas, non, elle peut être patrimoniale parce qu'animatrice, il y a encore d'autres critères. Elle peut être patrimoniale, mais ce qui est visé, ce sont les actifs non professionnels, non opérationnels dans ces holdings. Okay. Donc, les actions de sociétés dans lesquelles vous investissez, là, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ce qui est visé, en fait, c'est l'argent dormant. Okay. Par exemple, si vous avez une plus-value d'une cession et qui n'est pas réemployée, vous savez, dans le cadre notamment de l'apport-cession dont on va parler, si vous avez des dividendes qui sont accumulés, des choses comme ça, et que l'argent dort, en fait, sur des comptes bancaires ou des comptes très liquides dans la holding pendant des années. Très clairement, c'est ça qui est visé. Donc, la réponse, c'est vous sortez, mais vous réinvestissez, donc restez des business angels extrêmement actifs. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un seuil en plus de 5 millions. Encore une fois, hein, on peut en parler dans questions-réponses. Il y a un seuil de 5 millions, hein, donc on a une valeur d'actifs dans la holding. Donc, je vous souhaite à tous d'être concernés. Mais il ne faut pas, enfin, le message à garder, hein, c'est, on en a beaucoup parlé, il ne faut pas paniquer. Ça vise les holdings qui ont quand même un gros patrimoine et qui sont, on va dire, très dormantes, dans lesquelles il y a de l'argent qui dort. Et si vous regardez, d'ailleurs, vous pouvez trouver ça dans la presse, hein, il y a, en fait, les exemples qui sont visés, ce sont des très grosses fortunes qui utilisent le holding dans ce qu'on appelle une cash box, une boîte à liquidité, et donc qui accumulent des millions dans la holding qui ne sont jamais redistribués à leur actionnaire unique ou la famille qui est l'actionnaire de la holding. Mais ce n'est pas le cas dans mon expérience de 99% d'entre vous, si vous voulez. Bonne nouvelle. Apport-cession, justement. Alors, on va dire, c'est le lien. Donc, la bonne nouvelle pour certains d'entre vous, c'est que le délai de réinvestissement est porté de 2 à 3 ans. Mais en contrepartie, le seuil de réinvestissement est porté de 60% à 70% de la vente. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'apport-cession, vous savez, c'est une exclusion de la plus-value quand vous vendez en fait les titres d'une société, si vous les réinvestissez. C'est le fameux 150 zéro better. Exactement. Donc, beaucoup d'entre vous, Business Angel, vous connaissez ce système, et c'est ce qui vous a d'ailleurs amené à devenir Business Angel, souvent à travers une holding, on retombe sur la discussion précédente. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est maintenu, mais on passe de 60 à 70% de réinvestissement, mais dans un délai non plus de 2 ans, mais 3 ans. Qui est une super bonne nouvelle que nous avions vraiment demandé aussi donc auprès des pouvoirs publics, nous Business Angel, parce que c'est vrai que 2 ans, c'est vraiment court, et quelquefois, il y a un peu de précipitation, donc une sélection des cibles un peu hasardeuse quand vraiment le coup près va tomber. Donc là, on donne un peu d'oxygène à nos entrepreneurs pour réinvestir. Tout à fait. Et pareil, dans le réinvestissement, il y a l'exclusion des activités financières. On retombe en fait sur le principe que vous annoncez tout à l'heure, c'est-à-dire que les avantages fiscaux, grosso modo, sont maintenus, mais c'est en échange d'un investissement dans l'économie réelle, pas des liquidités dans une banque, dans l'économie réelle et avec une vraie prise de risque. Donc, on retombe tout le temps sur ce principe général. Donc, ta synthèse, Lilian, on est presque au bout de cette partie top-down. Exactement. Donc, maintien des avantages fiscaux, création de la JEI à impact,
première nouveauté. Deuxièmement, la fameuse taxe sur les holdings patrimoniales. En fait, c'est sur les actifs non opérationnels ou non professionnels des holdings patrimoniales, pour être très précis. En contrepartie d'un contrôle accru de la prise de risque et de l'investissement dans l'économie réelle. Ce qui veut dire très concrètement qu'il va falloir, pour certains d'entre vous peut-être, adapter un peu vos pratiques, c'est-à-dire que les schémas d'investissement doivent être correctement documentés, avec notamment quand il y a des holdings, il faut bien pouvoir tracer les flux de trésorerie. Et deuxièmement, toute la documentation doit démontrer que vous prenez réellement un risque d'investisseur. C'est ça que l'administration recherche en France, mais c'est lié en fait d'ailleurs à une réglementation européenne, enfin toute la notion de risk finance, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est une réglementation européenne. On glisse sur les Q&A, Exactement, bien. tout à fait. On est parfaitement à l'heure, on est même un tout petit peu en avance. Et donc là, alors Sylvain nous aide au niveau des Q&A et on va voir les questions qui sont posées. Sylvain, tu peux m'interrompre par rapport aux questions. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent? N'hésitez pas. Zéro question pour l'instant. Sylvain, est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues? Voilà. Non. Michael, pas de questions. OK. D'accord. Donc, une clarté absolue de la présentation de Guylain. Alors, pour info aussi, cette WebEx a été enregistrée, donc sera vraiment diffusée pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, merci encore. Là, on est à peu près 90 personnes aux participants. Guylain aussi refera sur une synthèse écrite par rapport à cette loi de finances. Je vous enverrai en fait une synthèse écrite et avec justement un certain nombre de détails que je n'ai pas abordés là maintenant dans la présentation pour éviter en fait un propos trop long. Mais voilà, vous aurez une synthèse écrite avec tous les détails que nous aurions pu discuter dans les questions-réponses maintenant. Et peut-être en synthèse, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que le gouvernement souhaite donc stimuler l'innovation, souhaite également qu'il y ait un risque d'investisseurs. Et la super bonne nouvelle, c'est que les business angels donc, stimulent l'innovation et prennent le maximum de risques en investissement dès l'amorçage. Donc ça, je crois que là, on est, entre guillemets, contributeur de cette notion de souveraineté nationale et aussi souveraineté européenne. Il nous reste maintenant, si vous n'avez pas de questions, vous avez encore une demi-heure pour les poser. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter là et vous souhaiter une excellente journée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, je voulais poser une question dans le chat, mais le chat est désactivé, donc on ne peut pas poser de questions. Ah, ben voilà. Jérôme. Ma question est la suivante. Pour les investissements, les startups de type GUI, GUIR, etc., les seuils pour être GUI et GUIR sont maintenus en termes de pourcentage de R&D ou ça a changé? Alors, je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Enfin, c'est ce qu'a partagé Paul Midi. Donc, les avantages sont les mêmes. Non, là-dessus, il n'y a pas de changement. Et vous retrouverez tous ces éléments. Alors, les seuils n'ont pas changé, mais attention, les modes de calcul changent. Et ça, ce n'est pas forcément dans la loi, c'est aussi la pratique de l'administration. Donc, vous voyez, pour calculer ce qui rentre, par exemple, dans de la dépense d'innovation, etc. Là, la doctrine administrative change, on va dire, d'année en année et s'adapte. Donc, au niveau de la loi, pas de changement. Mais attention, on rentre très vite dans des choses extrêmement pratiques. D'ailleurs, même débat pour le CIR.
OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, ou comme ça a été fait. Boris. Je vois Boris apparaître. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Boris, vas-y. Oui, merci pour la présentation. Et désolé, hein, je cherche désespérément à poser des questions, mais effectivement, j'ai enfin trouvé le chat, je crois. Petite question technique, je reviens sur la notion de prise de risque. Est-ce que du fait de cette pression qui est mise là sur cette notion de prise de risque, est-ce que l'investissement en ADP statutaire d'une part et l'existence de clauses de liquidité préférentielle d'autre part est perçu par l'administration fiscale comme étant quelque chose qui vient à l'encontre de cette prise de risque? Alors, c'est évidemment que la liquidation préférentielle est une atténuation, enfin, en un sens, une atténuation de la prise de risque, c'est certain. Écoutez, il n'y a pas d'interdiction de principe. Voilà, pour vous répondre. Et il n'y a pas de doctrine générale qui dit qu'une clause de liquidation préférentielle, par définition, vous dérisque au point que vous ne prendriez aucun risque. Ça, je vous parle à la date d'aujourd'hui, 11 février. Mais la loi vient d'être votée. Il y aura peut-être une doctrine publiée dans les mois qui viennent. Par définition, on ne la connaît pas encore. Mais pour moi, ça serait totalement illogique. Parce que on rentre assez vite dans du cas par cas, vous comprenez. Il va y avoir une liquidation préférentielle, notamment si vous entrez dans une start-up qui présente un risque particulier. Donc, je suis à peu près sûr, à 99%, qu'il n'y aura pas d'interdiction en général. Mais c'est là où on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir documenter. C'est-à-dire garder des traces de la négociation et de l'analyse du risque qui a été faite pour pouvoir argumenter vis-à-vis du fisc en disant, écoutez, oui, j'ai une liquidation préférentielle, mais parce qu'il y avait un risque très particulier. Deuxième question technique. On a parlé un tout petit peu des SPV. À ma connaissance, alors nous on en fait très peu, mais à ma connaissance, la plupart des formats sont sur des sociétés à capital variable pour rendre plus facilement possible la souscription. Par nature, statutairement, dans les sociétés à capital variable, il y a une clause de retrait qui est généralement bridée par les statuts et le pacte du SPV. Est-ce que ça, c'est aussi un sujet susceptible d'être problématique? Alors, ça, je pense que plus, peut-être. Ça, plus. Parce que, alors, tout va dépendre, si vous voulez, de la limitation du droit de retrait dans les statuts du SPV. Mais oui, on va dire une clause de liquidation, de liquidité qui est trop généreuse, atténue la prise de risque, c'est évident. Alors après, si vous voulez, dans les SPV, ça pose un autre problème, hein, parce que vous pouvez avoir les clauses que vous voulez. Si le SPV n'a pas l'argent, il ne peut pas de toutes les façons assurer la liquidité. Mais ça, à un moment donné, d'ailleurs, moi je suis intervenu dans certains cas, ça peut finir par poser des gros problèmes parce que il peut y avoir un conflit avec des associés qui souhaitent sortir et ça peut mettre le SPV en difficulté, voire en liquidation. Donc ça, c'est typiquement un point qu'il va falloir vérifier maintenant. Et Boris, ce qu'on peut peut-être faire par rapport à ça, c'est justement organiser assez prochainement, puisque les SPV sont de plus en plus utilisés par nos réseaux, et je crois que c'est une excellente nouvelle pour pouler les investissements. Donc, une conf call spécifiquement sur les SPV, sur la fiscalité des SPV, sur le capital variable ou non. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que France Angels pourrait organiser prochainement. Mais Boris, pour être très précis, pour moi, à partir du moment, vous ne pouvez pas avoir un SPV qui donne une liquidité supplémentaire ou trop importante par rapport à ce qu'aurait été un investissement direct, puisque ça va être ça le point de référence. Les SPV sont fiscalement transparents pour l'IR-PME, etc., à la condition que, économiquement, le risque soit le même que si vous aviez investi en direct. Donc, si au niveau du SPV, il y a une liquidité trop importante par rapport à si vous aviez investi en direct, eh bien,
ça va remettre en cause, évidemment, le schéma. Donc, pour moi, c'est typiquement un point qui va devoir être vu. Là, je vois une question. Y a-t-il une limite à l'âge de la société pour émettre des PSPCE? Nicole. De tête, je pense que oui, mais qui est assez ancienne. Ok. Si vous voulez, je vous répondrai. Ce que je vous propose après. là, les questions commencent à arriver, donc j'aurais dû préciser comment poser les questions au tout début. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, si on a des questions supplémentaires auxquelles nous ne pouvons pas répondre ou répondre de façon partielle, on reviendra aussi vers vous pour y répondre de façon totale et satisfaisante. Alors, je vois une autre question qui est: les avantages sociaux pour les startups ne sont-ils pas réduits avec les dispositifs JEI, JEIR? Alors, quels avantages sociaux? Enfin, je vois pas les avantages sociaux auxquels vous faites référence. Alors, en fait, je crois que le statut JEI au démarrage, puis JEIR, donc, sont liés aussi, permettent aux startups un certain nombre d'avantages sociaux. Et ça reste. Ça, je le vois très bien. Mais en fait, c'est dans votre question, parce qu'il y a des avantages sociaux pour les startups. Enfin, en général, je ne voyais pas lesquels. Là, il n'y a pas d'avantages sociaux pour les startups en général. Mais oui, il y a des avantages pour les startups qui sont JEI, JEIR. Et ceux-ci ne sont pas réduits. Je pense que ça répond à votre question. La loi de finances, ça ne change pas par rapport à ce qui existait il y a 2-3 ans. La loi de finances ne modifie pas ce point. Je ne sais pas, François, si on a répondu à votre question. Je pense que oui. Pour l'apport cession, les changements s'appliquent-ils au réinvestissement en cours? Alors, oui. Pour moi, oui, puisque en fait, c'est une disposition qui entre en vigueur immédiatement. Vous savez, certaines dispositions appellent des règlements d'application, d'autres pas. Et celle-ci, elle entre en vigueur immédiatement. Donc, réponse, oui. N'hésitez pas, hein, Ludovic, si là c'est très clair, c'est parfait. Sinon, revenez vers nous. Alors, on a une question, donc j'ai dû me connecter plus tard. Comment est considérer une société à impact? Alors, Guylain. Il y a déjà un premier critère éventuel qui existait déjà, qui est le label ESUS. Et sans ça, en fait, il y a des critères d'investissement, en fait, d'investissement dans des sociétés qui sont, on va dire, peu rentables, de type coopérative. Il y a des critères de redistribution des bénéfices. Et il y a des critères de revenus, en fait, écart de revenus dans les sociétés, entre la direction et les salariés. Ok, merci Vilain. Mais encore une fois, pour la JU Impact, on attend la doctrine administrative. Et qui fera d'ailleurs probablement l'objet, j'imagine, ça pourra faire l'objet d'un article dans la newsletter de France Angel. Ok. Et une information particulièrement attendue par nos amis d'Impact Angels, qui ont salué cette ce nouveau dispositif comme une victoire attendue depuis des années d'ailleurs par les sociétés qui travaillaient, les fédérations qui travaillaient là-dessus. Alors, on a une question d'Hervé. Le niveau de déductibilité de base de l'IR-PME est-il toujours à 18%? Va-t-il passer à 25% en cours d'année? Vous vous souvenez que c'était vraiment un débat les années précédentes. Tout à fait. Alors, oui, toujours. Voilà. Et va-t-il passer à 25%? Je ne sais pas. OK. Donc, on suit ça. Y a-t-il des dispositions particulières pour les CIBA? C'est Hervé qui posait également cette question. Non, parce que les CIBA n'existent pas en droit. C'est une pratique. En fait, les CIBA en droit, ce sont des sociétés, des holdings, enfin on appelle ça comme on veut, dont les actionnaires sont des business angels. Et on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'investissement, on va dire, avec
dans des startups avec une société interposée, ce qu'on appelle l'interposition, est toujours possible, mais à la condition que, du point de vue économique, il y ait le même risque que si vous aviez investi en direct. Donc, pour vous, attention, parce que ça veut dire que quand vous investissez dans une SIBA, il faut pouvoir, et ça j'ai eu le cas avec un de vos groupes de Business Angels il y a 2 mois, en fait, il faut pouvoir passer en fait, l'investissement fait par vos membres qui investissent dans la SIBA, pour pouvoir en trésorerie montrer qu'ils investissent dans la SIBA, qui ensuite réemploient cet argent très vite dans une startup. Et il ne faut pas que l'argent en fait dorme, fasse la trésorerie de la SIBA pendant un délai, on va dire. Alors, il n'y a pas de doctrine très claire, mais pour moi, pas plus de 6 mois, quelque chose comme ça. Sans ça, en fait, vous perdez la transparence, on va dire, fiscale, les avantages fiscaux liés à ça. Et on va considérer que la SIBA est une société d'investissement. Alors, par ailleurs, la SIBA peut avoir la qualification fiscale de SCR, Société de Capital Risque, et ce qui est intéressant parce qu'il y a une transparence fiscale. Mais à ce moment-là, vous ne conservez pas l'avantage, par exemple, Madelin. Si vous investissez dans une start-up à travers une SIBA et que l'argent ne va pas directement de votre adhérent dans la SIBA, puis dans la start-up, à ce moment-là, vous conservez la transparence fiscale de la SIBA si elle est SCR et vous perdez l'avantage d'un investissement type Madelin. Alors, on a une question de Jacques de Badge sur les seuils maximaux pour les JEIR et JEI, par exemple, sont-ils cumulables? Pour moi, non. Voilà, encore une fois, c'est une question de doctrine administrative. Pour moi, non, parce que ce sont 2 qualifications différentes. Ok, Jacques, est-ce que ça répond à ta question? Je pense que oui. Quelle est l'année? Alors ça, c'est Patrick qui nous demande quelle est l'année utilisée pour évaluer les indicateurs financiers JEIC, JEIR, celle de l'année d'investissement ou A-1? Celle de l'année précédente. Donc A-1. Voilà, parce que c'est un point pratique, parce que souvent celles de l'année en cours ne sont pas nécessairement disponibles. Très opérationnel. Voilà, donc après, vous pouvez avoir intérêt à utiliser celles de l'année en cours d'investissement. Mais voilà, si vous ne les avez pas, c'est celle de l'année précédente. Parfait. Et Gérard nous demande, apport cession, l'évolution des conditions de réemploi est-elle également applicable à l'investissement via PEA? Alors là, on est en train de parler je réfléchis de quel cas, parce que vous réinvestissez donc le produit de la vente, en fait, par exemple, de votre société, des actions de votre société, par exemple. Mais si vous donc, je suppose que la question, c'est de savoir si vous pouvez mettre dans un PEA les actions issues du réinvestissement. Je suppose que c'est ça la question. Pour moi, la réponse, c'est non. En fait, c'est 2 dispositifs séparés. Il y a l'apport cession, OK. Et puis, par ailleurs, il y a le PEA où c'est en échange d'un investissement numéraire contre des actions ordinaires. Enfin, pour moi, c'est 2 dispositifs séparés. Je comprends peut-être mal votre question, mais voilà, Okay. c'est ma réponse. Gérard, n'hésitez pas à réagir si la réponse n'était pas claire, la réponse de Guilain. Je ne suis pas sûr que ma réponse voilà. était claire. Voilà. Si, on a. Okay. Très bien. Bah, écoutez, moi, je ne vois plus d'autres questions. Si vous avez vraiment des questions à poser, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit… Ah si, je vois… donc, Jacques qui dit « Mais les plafonds ne sont pas les mêmes et je peux avoir atteint le seuil de 100 kg sur JEIR, le plafond sur les GUI étant de 150 kg
si je dois investir sur des JEI. Question un peu technique. Et effectivement, les plafonds sont différents suivant la catégorie des JEI, JEI ou JEIR. Guylain, je te laisse donner ton sentiment. Cette question précise. Je sens Guylain. Écoute, je suis un peu perplexe. Jacques, je propose d'en parler. Je pense qu'il faut regarder dans le détail. Je suis un peu perplexe. Ça me gêne de donner une réponse en général parce que je serais intéressé d'avoir le détail de ce cas-là, en fait. OK. Donc, question en suspens. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que… Alors, Guylain n'a pas donné ses coordonnées. Elles sont dans la présentation. Elles sont juste à la fin. Tout à fait. Pour me contacter. Exactement, ou on peut les mettre dans le chat. OK. Ah, ben voilà. Contacter. Merci beaucoup pour plus d'informations, pour devenir Business Angel. Sylvain, c'est parfait. Se faire accompagner par des Business Angels. C'est vrai qu'on a assez régulièrement des startups qui assistent aussi à nos webinaires. Donc, tout est là. Vous avez tout. Il me reste à vous remercier. On a encore près de 70 personnes qui sont restées en ligne. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On a été ravis, Guylain et moi, d'être avec vous pour ces 3 quarts d'heure plus. Et à très bientôt. Et encore une fois, vous aurez un document écrit qui rentrera dans le détail. Aujourd'hui, nous n'avons fait que survoler puisqu'il y avait un certain nombre de sujets. Voilà, et je remercie aussi beaucoup Sylvain. Sylvain n'a pas parlé, mais il est en back-office. Et tous les pouces vont évidemment à Sylvain également. Guylain le premier, mais aussi à Sylvain. N'oublions pas tous les membres de France Angels qui, au quotidien, vous représentent, travaillent avec vous en direct. Donc, je crois que c'est notre rôle et on le fait avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Au revoir à tous et à toutes. À bientôt.